Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde exclusive en partenariat avec Occur, le réseau social dédié à la gestion de patrimoine. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Géraldine Métifeux, associée gérante chez Alter Egal. Bonjour Géraldine. Bonjour Antoine. Et Maxime Livragui, responsable de la distribution chez Kepler Chevreux Solutions. Bonjour Maxime. Bonjour à tous les deux. Alors, notre objectif aujourd'hui, pendant ces 45 minutes, ça va être de faire déjà, premièrement, état des marchés dans leur globalité, tels que nous les avons laissés avant la trêve de fin d'année. Ensuite, nous établirons un peu les perspectives de 2022. Et enfin, nous allons un peu analyser les outils disponibles aux conseillers gestion de patrimoine les plus adaptés, du coup, pour l'avenir à venir. Cette séance se veut interactive. Donc, si vous souhaitez poser vos questions à Géraldine ou Maxime, n'hésitez pas à le faire sur l'onglet Q&A de l'interface et nous y répondrons, bien entendu, dès que possible. Alors, Géraldine, les dames d'abord, vous êtes associée gérante chez Alter Egal, un cabinet parisien que vous avez créé en janvier 2005. Pouvez-vous nous parler un peu de votre cabinet, de votre approche? Oui, bien sûr, Antoine. Donc, en fait, Alter Egal, comme vous venez de l'indiquer, c'est une structure que j'ai fondée en janvier 2005, il y a précisément 17 ans. C'est une société très classique de conseil en gestion de patrimoine qui allie pour ses dirigeants la capacité juridique appropriée. Bien sûr, nous avons la détention de la carte de transaction immobilière et puis nous avons toutes les habilitations pour pouvoir conseiller nos clients en investissement financier, ce que nous sommes CIF, en démarchage bancaire et financier, en courtage d'assurance. On est une société qui gère à peu près 160 familles. Nous sommes 4, 2 au back-office, 2 en front, j'ai envie de dire, de relations clients. Et puis, que dire d'autre, si ce n'est qu'on gère un peu moins de 100 millions d'euros désormais. Très bien, superbe aventure. Et vous, Maxime, vous êtes responsable de distribution chez Kepler Chevreux Solutions. Donc, qui est Kepler Chevreux Solutions, voilà, en quelques mots? Exactement. Alors nous, Kepler Chevreux Solutions, donc on est une branche du groupe Kepler Chevreux. Donc juste une petite aparté sur Kepler Chevreux. On est issu de 2 maisons, donc anciennement la banque privée Julius Baer, hein, et puis le Crédit Agricole Chevreux, donc qui a fusionné en 2013. Aujourd'hui, on est le premier broker indépendant en Europe. Il y a plus de 600 personnes qui travaillent dans le groupe. On a 14 bureaux. On représente, l'analyse financière dans sa globalité, puisqu'il y a une centaine d'analystes qui travaillent, avec nous au quotidien pour fournir en fait les sociétés de gestion, hein, qu'on peut retrouver dans les contrats d'assurance vie notamment, et plus particulièrement Kepler Chevreux Solutions. Nous, on intervient en fait auprès de toutes les typologies de clients. Donc ça part du CGP, donc du conseiller en gestion de patrimoine indépendant, comme Géraldine, aux banquiers privés, aux family office, à l'institutionnel, donc plus large, c'est-à-dire le fonds de pension, la caisse de retraite, la mutuelle, et aussi aux sociétés commerciales en direct, hein. Donc en fait, on s'adresse à toutes les typologies de clients pour essayer de leur proposer des solutions d'investissement qui vont correspondre à leur cahier des charges, puisque notre ADN, c'est évidemment le sur-mesure. Très bien, merci beaucoup Maxime. Donc Géraldine, si on fait une petite rétrospective justement sur 2021, alors 2020 était bien entendu une année qui a été haute en émotions, haute en couleurs et haute en événements, mais avec 2021, on n'a pas été en reste. Du coup, de votre point de vue, donc du point de vue d'un cabinet de gestion en patrimoine, si on devait résumer cette année 2021 en quelques mots, par où vous commenceriez? Si on doit résumer l'année 2021, je pense qu'on est obligé de dire un mot sur les actions, parce que c'est une année qui était extrêmement flamboyante pour les actions, à peu près presque toutes les actions, hein, si je mets de côté Atos et Renault, je pense que tout le monde a un peu gagné de l'argent sur les actions cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire pour se résumer? C'est plutôt une très bonne année, hein. Franchement, 2021 est une très très bonne année je pense, pour les conseillers en gestion de patrimoine en général et pour nous, Alter Egal en particulier. On a pu avoir de nouveaux clients, on a pu conforter notre relation avec nos clients, on a su expliquer comment appréhender le risque aussi à nos clients, parce que de dire que les actions fonctionnent, ça veut dire mais qu'est-ce qu'il y a d'autres choses et pourquoi pas les structurer, on en parlera sans doute un peu plus tard. Mais en tout cas, c'était une très très bonne année, de très bonne facture. Et effectivement, si on doit dire un mot immédiatement sur la structurée, c'est vrai que 2021 est une année, pour ceux qui avaient des structures dédiées déjà, plutôt une année de rappel, qui était l'occasion aussi de revoir les clients, de raconter une nouvelle histoire et de justement pouvoir un mix produit entre quelque chose qui est long only action, quelque chose qui serait un peu plus diversifié, et puis quelque chose qui va être un peu plus contrariant, comme par exemple certains produits structurés, des Phoenix ou autre chose. D'accord, entendu. Et vous avez détecté des tendances particulières auprès de vos clients, une classe d'actifs ou un instrument qui s'est démarqué un peu en termes de collecte?
Vous n'avez pas des produits structurés, mais vous... Alors, oui, alors en 2021, pas spécifiquement. Vous savez, nos clients, ils sont un peu comme tous les clients, ils sont souvent un petit peu suiveurs de tendance, hein, ce qui est un peu légitime. Donc forcément, ils ont voulu plus d'actions dans leur portefeuille. Donc, on leur explique qu'au bout du bout, il faut continuer à diversifier. Et sur les structurés, en fait, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà dans leur culture, hein, puisque nous, on s'y est peut-être tardivement, mais en tout cas, depuis 2016, on propose des produits dédiés à nos clients. Donc, ils ont déjà cette culture, cette habitude de pouvoir manier ce type de produit comme une classe d'actifs à part entière parmi les autres classes d'actifs qu'ils ont l'habitude de manier avec nous. D'accord. Et Maxime, du coup, de votre côté, donc fournisseur de produits structurés indépendants, si on regarde 2021, dans quel état à peu près avons-nous laissé le marché à la fin de l'année? Est-ce que c'était l'année de tous les records? Je rejoins parfaitement ce que dit Géraldine, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 classes d'actifs qui tirent leur épingle du jeu dans le marché. C'est le private equity et les produits structurés. Pourquoi? Bah, parce que les rendements obligataires sont de plus en plus faibles. Les fonds euros ne délivrent plus de performance et ils sont même négatifs si on les reprend avec l'inflation. Donc c'est sûr qu'il y a des flux financiers qui vont avoir tendance à aller vers la classe d'actifs des produits structurés. On est assez unanime avec tous nos confrères sur le marché pour mettre en évidence que l'année 2021 est exceptionnelle. On a battu tous des records de collecte, hein, donc on va pas parler exclusivement de Kepler Chevreux Solutions, mais plutôt du marché en général. Je pense que voilà, Géraldine a ses fournisseurs, nous on parle aussi avec nos concurrents, et c'est vrai qu'aujourd'hui 2021 est exceptionnel pour tout le monde, donc il y a plus vraiment de questions à se poser sur cette année-là et de faire le bilan de cette année, et sur le private equity aussi, puisque nous on intègre chez Kepler Chevreux Solutions des fonds TPM. On a une activité TPM, hein, donc c'est third party marketer. En fait, c'est des sociétés de gestion qui viennent nous voir pour commercialiser leurs fonds, et aussi le private equity marche bien. D'ailleurs, j'écoutais Patrick Artus ce matin et il nous expliquait il y a 20 ans, aux États-Unis, il y avait 4000 actions, enfin 4000 entreprises qui étaient dans le private equity et 8000 actions cotées. En 2021, enfin en 2020, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 8000 entreprises dans le private equity et 4000 actions cotées. Donc il y a vraiment 2 tendances qui se démarquent sur toutes les classes d'actifs. C'est l'equity, et ça peut être à travers les produits structurés ou aussi à travers le private equity. C'est 2 vraies tendances, et c'est en tout cas dans le camembert de répartition des classes d'actifs, je pense que voilà, on a vraiment encore des belles années devant nous, et puis on profite un petit peu de cette tendance pour faire accroître notre business et bien évidemment former les clients. De belles années devant vous, ça on l'espère, mais justement, parlons de 2022, qui peut potentiellement être une année très différente des 2 précédentes. Donc, quelles peuvent être les sources d'opportunités? Où sont les risques? Il y a quand même un certain nombre d'incertitudes qui sont encore grandement présentes. Est-ce qu'on peut s'attendre notamment à une hausse des taux? Alors, à quoi on peut s'attendre, Maxime? Oui, alors c'est vrai qu'après sur le marché en 2022, il va falloir être plus prudent, je dirais. Donc on entend toujours un petit peu des sons de cloche différents entre les différentes sociétés de gestion. Il se trouve que notre stratégiste anticipe 2 à 3 remontées de taux aux États-Unis au courant année 2022. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les taux réels, c'est-à-dire que ce qui va influer sur les valeurs, notamment technologiques, c'est la montée des taux réels. Et aujourd'hui, on est encore dans un territoire très négatif, malgré le fait qu'on anticipe des rehaussements, enfin un rehaussement des taux, et ces taux réels devraient rester négatifs, quand bien même il pourrait y avoir 2 ou 3 remontées des taux par la Fed aux États-Unis. Donc il va falloir privilégier peut-être des secteurs plus défensifs. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit que la value commence à très très bien performer en 2022, mais on nous avait aussi dit la même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, début 2021, et puis finalement c'est encore la tech qui est sortie gagnante à la fin de l'année. Donc voilà, moi je suis pas là pour essayer de vendre plutôt un secteur d'activité qu'un autre auprès de nos clients. Toujours est-il qu'on ne pourra pas continuer sur des niveaux de performance qu'on a connus comme l'année dernière, ça c'est sûr. Donc il va falloir être plutôt stratégique, je dirais, et faire attention à ce qu'on achète sur le marché, notamment le marché action. D'accord, très bien. Et par conséquent, j'imagine qu'on peut aussi s'attendre à une rotation un peu des produits qui seraient traités en 2021. Alors, est-ce qu'on s'attend à des produits fondamentalement différents ou est-ce qu'on resterait potentiellement sur les mêmes structures? L'approche est différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients seront plus demandeurs de solutions qui vont distribuer potentiellement du revenu dans la baisse, ou avoir des rappels qui vont avoir des dégressivité, c'est-à-dire que le niveau de rappel par anticipation va décroître dans le temps, hein. Ça, c'est vrai que les clients sont souvent assez friands de ces formules. Après, c'est sûr que l'année dernière, on avait plutôt des produits assez dynamiques pour profiter de la hausse du marché, hein. Toujours est-il qu'il reste encore des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont peu chers, hein. Donc jusqu'à il y a quelques semaines,
l'énergie, c'était encore très peu cher. On a vu une percée fulgurante de Total qui a planché sous les 40 € pendant toute l'année 2021 et qui est aujourd'hui à 50 €. Enfin, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et il y a les bancaires qui ont encore un petit peu de chemin à faire. Voilà, il y a encore certains styles d'investissement qui devraient tirer leur épingle du jeu. Et il y a une thématique aussi qu'on aime bien chez nous, c'est le pricing power, parce qu'on parle souvent et beaucoup d'inflation. Donc, si l'inflation se maintient, les entreprises qui bénéficient de cette thématique pricing power devraient performer dans un courant 2022, puisqu'elles sont capables justement d'adapter leur prix à l'inflation et de le répercuter sur le consommateur. Donc, ça peut être aussi des thématiques un peu plus comme le luxe ou la santé qui devraient aussi tirer potentiellement leur épingle du jeu cette année. Donc, si je comprends bien, il faudra surtout être habile sur la sélection du sous-jacent. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que on met en tout cas en avant chez nous, c'est-à-dire de d'abord sélectionner le sous-jacent avant de pouvoir sélectionner une structure et non pas de raisonner structure et ensuite mettre un sous-jacent. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est la clé du succès des produits structurés. C'est avant tout un moteur de performance, le produit structuré, avant tout un bon sous-jacent qui est capable de générer justement cette performance et de conclure nos fonds à formule, puisque l'idée c'est de remplir le contrat qui est prédéterminé à l'avance. D'accord. Alors justement, plongeons-nous un peu dans le monde des produits structurés, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'en parler. Maxime, si on regarde un peu l'approche de Kepler Chevreux Solutions spécifiquement vis-à-vis de la conception de ces produits, pour vous, quel rôle ils ont dans une allocation? Là, je voudrais que Géraldine aussi complète un petit peu ma réponse, puisque c'est plutôt Je son souhaite. job C'est prévu. son job de réaliser des allocations pour ses clients finalement. Mais c'est vrai que en fonction des tendances de marché et ce qu'on peut constater sur les dernières années, c'est qu'un CGP historiquement qui faisait pas forcément beaucoup de produits structurés va pouvoir allouer jusqu'à 20% assez facilement aujourd'hui dans ses allocations. C'était pas le cas encore il y a quelques années, donc on a gagné, je dirais, un petit peu sur ce camembert, j'aime bien l'appeler comme ça. Et après, la tendance sur les produits structurés, c'est qu'elle s'adapte aussi à l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit structuré, on va avoir un niveau de risque potentiellement 7 si on va sur quelque chose d'assez dynamique, sur de l'action pure, mais on peut aussi faire des produits structurés qui vont servir de substitut à un fonds euro qui sous-performe le marché en ce moment, avec un SRI 3 par exemple, ou même des SRI 2 qu'on peut intégrer dans le cadre de l'assurance vie. Donc l'avantage de notre classe d'actifs, c'est qu'elle s'adapte un petit peu à toutes les problématiques de nos clients. Et puis, je dirais comment il faut travailler ces problématiques-là, ça vient avant tout par le sous-jacent. Et ça, chez Kepler, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met l'accent, puisqu'on est avant tout une maison de recherche et on essaye de se nourrir de nos analystes et de nos stratégistes pour proposer les solutions adéquates et surfer sur les tendances. Alors bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc ça aussi on le rappelle, ça nous arrive de se tromper. On aimerait bien ne pas le faire, mais voilà, on ne peut pas toujours avoir raison. Naturellement. Et donc, Géraldine, je crois que c'est une classe d'actifs que vous proposez régulièrement à vos clients, enfin en tout cas quand c'est pertinent chez Alter Egal. Donc, vous les voyez comment dans une allocation patrimoniale, ces produits structurés? Alors, d'abord, on les propose assez largement en fait à nos clients. On n'est pas sur des produits de campagne en général, on les fait structurer par un broker, on les dédie et on a des enveloppes fermées, ce qui nous permet de mieux négocier les prix aussi parfois. Je dis ça pour les CGP qui peuvent nous regarder et qui ne savent pas trop comment aller faire. Moi, je pense qu'un broker, ça a vraiment du sens. Alors, il se trouve qu'en toute transparence, on ne travaille pas beaucoup nous avec Kepler, mais avoir un broker, je pense que c'est vraiment assez important pour un CGP parce que c'est pas juste une couche de frais. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut vous guider dans tout ce qui existe comme type de produits, les single stocks, les indices synthétiques, les CLN et ainsi de suite. Je pense que ça fait sens de se faire accompagner, surtout quand on débute dans cette classe d'actifs. Pour nous, c'est une vraie classe d'actifs, effectivement, Antoine, et je reviens sur ce que vous dites, Maxime. Nous, c'est une vraie classe d'actifs depuis quelques années. Maintenant, nous, ça fait depuis 2016 qu'on utilise réellement cette classe d'actifs comme une alternative. Alors, pas forcément au fonds euro à proprement parler, parce que vous le savez, il n'y a pas d'alternative au fonds euro. Du capital garanti et un rendement cliquet, ça n'existe pas. Donc, mais en revanche, on peut trouver quelque chose qui soit une alternative dans une allocation patrimoniale, comme vous indiquiez, Antoine. C'est-à-dire qu'au fond, et après, ça dépend de l'horizon de placement des clients. Et puis, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut construire son produit. J'entends ce que vous dites sur le sous-jacent, vous avez parfaitement raison, mais je pense qu'aussi la structure compte. Je ne sais pas si finalement, il ne faut pas être assez concomitant, parce que si on a une approche assez patrimoniale et qu'on veut quelque chose qui distribue du rendement, on regardera d'abord peut-être la structure du produit, c'est-à-dire plutôt un Phoenix, un autocall, et avec une distribution semestrielle, et après on pourra peut-être regarder les sous-jacents qui permettront de répondre à cela.
Donc, c'est vraiment un produit dont on se sert énormément. On a grosso modo à peu près le même niveau de structuré pour nos clients que de fonds euros, hein, donc aux alentours des entre 25 et 27%, disons. Il y a des clients qui en ont plus, il y a des clients qui en ont moins. Mais globalement, c'est à peu près ça, sachant qu'il y a plusieurs structurés à chaque fois. Comment on l'utilise? On l'utilise comme quelque chose qui va venir délivrer une performance en cas de baisse des marchés actions. Donc, nous, on a une version plutôt protectrice que vous évoquiez tout à l'heure, Maxime. Nous, on a une option plutôt assez protectrice. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne. En tout cas, on est très à l'aise avec celle-ci, nous, et avec quelque chose qui distribue des coupons dès lors que le sous-jacent choisi, on pourra en discuter après, hein, dès lors que le sous-jacent choisi ne va pas se performer, c'est-à-dire perdre plus de 25, 30, 40 ou 50% si on est sur des single stocks. Vraiment, dans ce cadre-là, on va être avec des rappels à partir d'un an, puis après le plus souvent possible. Et puis, on va le mixer avec des produits actions, avec des produits diversifiés patrimoniaux. Voilà, on va avoir en fait un ensemble dans nos classes d'actifs. Et dans cet ensemble, il y a les structurés. D'accord. Et dans l'idée, c'est que jusqu'à présent, nous, on se contentait parfaitement d'un rendement net des frais de gestion des contrats d'assurance ou des comptes et ainsi de suite, de l'ordre de 4,5% par an. C'est clair qu'avec l'arrivée de l'inflation, il va falloir qu'on repense aussi nos demandes en termes de produits pour garder un risque qui soit relativement correct et équivalent pour nos clients. On allait chercher une rentabilité qui va gommer un peu ces inflations. Et vous l'avez dit, en fait, on n'aura pas forcément immédiatement des produits de taux. On n'a pas grand-chose qui va ressortir, donc je pense que cette classe d'actifs, elle va encore nous intéresser beaucoup. D'accord. Donc, en tant qu'instrument de diversification, de gestion du risque et une optimisation du rendement. Aujourd'hui, la classe d'actifs est quasiment considérée par tous les confrères CGP comme une classe d'actifs à part entière. C'était pas encore le cas. Voilà, 2016, 2017, c'est vrai que on n'était pas encore arrivé à cette maturité, je dirais. Il y avait encore les mauvaises histoires de post-crise 2008 financière, mais 2020, 2022, il y a une vraie rotation quand même de la part de nos partenaires. Et puis aussi, je pense qu'il y a une multiplication des acteurs qui fait que on a participé aussi à la formation de tous les acteurs de la place pour que justement elles soient intégrées à part entière dans les classes d'actifs. Et il y a une grosse différenciation qui se fait par rapport à une allocation bancaire. C'est-à-dire que dans la plupart des banques aujourd'hui privées ou plutôt de réseaux, les structurés sont encore assez peu intégrés finalement, puisque les conseillers bancaires n'ont pas forcément la compétence toujours pour pouvoir l'intégrer dans une allocation. Et c'est ce que disait Géraldine, hein. Il y a une approche, mais il n'y a pas qu'une seule approche. C'est-à-dire que chaque personne peut avoir son approche pour les structurer. Et c'est là où justement le broker est là aussi pour accompagner les partenaires et puis essayer de tirer un petit peu les ficelles de tout ce on peut voir dans le marché, puisqu'il y a une démultiplication des acteurs aujourd'hui sur ce segment. Alors du coup, si je peux rebondir, si on doit se lancer aujourd'hui dans les structurés en 2022 avec des marchés qui sont hauts, en espérant compenser une baisse sur les marchés actions, en anticipant éventuellement une baisse sur les marchés actions, là aussi, quand on dit que le sous-jacent est important, je pense que Maxime, vous ne me contredirez pas si je dis que également l'émetteur est important. Tout à fait. Alors, l'émetteur. C'est pas oublier que c'est comme une obligation qu'on achète. Hein, voilà, l'émetteur aura encore plus de sens, je dirais, dans un marché qui est relativement haut, puisque si on considère que le marché est haut aujourd'hui, potentiellement les produits vont durer plus longtemps, donc le risque de défaut à long terme est plus important que le risque de défaut à court terme. Donc le choix de l'émetteur et la signature aujourd'hui sur le marché des produits structurés est primordial, non pas pour la capacité pricing, je dirais, à pouvoir apporter du jus dans les produits, puisque finalement tous les émetteurs, et en fait dans le contexte de taux bas, il va y avoir un delta assez faible entre les différentes contreparties. Par contre, d'avoir un broker qui va pouvoir sélectionner les émetteurs et aller tirer aussi les ficelles sur les contreparties, c'est vrai que c'est très important. Et puis l'idée aussi, c'est de vous mâcher un petit peu le travail et de vous aider dans cette sélection, je dirais. Mais oui. Et par contre, on laisse évidemment la main à nos partenaires sur le choix des émetteurs de notre côté. C'est-à-dire que on va proposer, donc on est soumis à MiFID, on va proposer plusieurs niveaux de coupons sur un même produit donné avec différentes signatures, et on laissera toujours le choix à nos partenaires de sélectionner la signature sur laquelle ils se sentent le plus à l'aise. C'est vrai que l'année dernière, il y a certains partenaires qui ne voulaient pas forcément traiter avec Crédit Suisse pour l'histoire qu'il y a eu avec Archegos. Et puis peut-être que cette année, ça sera une autre contrepartie. Voilà, donc tout ça, il faut bien le prendre en compte. Et il faut toujours analyser le produit, je dirais, de A à Z. Et si vous voyez tous deux, est-ce que vous avez vu de nouveaux émetteurs qui ont de plus en plus de succès sur le marché français, en dehors des émetteurs français classiques, Société Générale, BNP Paribas? Est-ce que les conseillers en gestion de patrimoine s'ouvrent un peu plus à des signatures étrangères? Je commence, Maxime, ça vous va?
Allez. Merci. Sincèrement, mon point de vue, je ne sais pas si mes confrères CGP, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 ans, on voit beaucoup moins les gens finalement, donc on échange quand même beaucoup moins. C'est moins fluide quand il y a une boulette, on ne le sait pas forcément. Mais très honnêtement, moi, je ne m'ouvre pas du tout en fait, à ces metteurs un peu étrangers. Moi, je suis de la vieille école, je suis vieille maintenant, donc je travaille surtout avec les émetteurs qu'on connaît bien. Et nous, on aime bien travailler pour le coup avec BNP, parce que je trouve que c'est une bonne classification. On a déjà fait des produits avec Crédit Suisse, pour le coup, Maxime. On n'a pas été trop effrayés par ça, mais après, ce qui se passe aussi, Antoine, c'est qu'il y a des émetteurs qui, par exemple, nous, quand on veut faire un single stock sur une banque, on n'a pas toujours tous les émetteurs qui le cotent. Donc, on a aussi parfois le fait que l'offre est plus faible. Je vais rejoindre ce que vous dites. C'est vrai que BNP, c'est aujourd'hui d'une des premières contreparties en France. Ça doit être une de nos meilleures contreparties également. C'est vrai qu'ils sont là quasiment toute l'année sur toutes les typologies de produits, que ce soit sur des produits sur action, sur indice, sur des CLN, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, ou d'autres produits obligataires type repack. BNP, c'est une signature qui est aujourd'hui l'une des plus grosses banques européennes, il faut le rappeler, solide, et aussi il y a un sujet de valorisation des produits. C'est-à-dire que c'est une contrepartie qui, en secondaire, offrira des bonnes valos sur les produits. Contrairement à certains acteurs américains, par exemple, qui peuvent avoir des valos plus compliqués, où c'est plus difficile à justifier auprès des partenaires. BNP, c'est un gage de qualité. Par contre, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de contreparties, et on a vu rentrer des acteurs comme Citibank, par exemple, qui n'existaient pas encore sur le marché de la distribution jusqu'à il y a 2 ans, enfin, que je ne dise pas de bêtises, mais je crois qu'ils sont arrivés il y a à peu près 2 ans. C'est vrai qu'ils ont fait des très bonnes percées, parce que aussi ils avaient une compétitivité pricing qui était intéressante pour les partenaires, parce qu'on est aussi dans la recherche d'alpha, je dirais, et de rendement, donc pour les clients. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se baser, enfin en tout cas s'appuyer sur ces contreparties qui sont entrantes, qui sont des nouveaux entrants, et qui essayent de gagner leur part de marché à travers des prix compétitifs. Si je puis me permettre, maintenant, si on veut un prix compétitif, il faut aussi que le CGP soit raisonnable sur le front qui va prendre à son client. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que globalement, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que si on veut un beau produit structuré, qu'on ne veut pas défoncer cette classe d'actifs, clairement, ça suppose que chacun joue son rôle, que tout le monde soit un peu raisonnable dans les upfronts et dans les frais structurés. Je ne sais pas si on est là pour faire le procès des CGP, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a une tendance, actuellement qui est les rémunérations sur notre classe d'actifs sont attractives. Nous, on essaie d'éduquer nos clients à rester raisonnables sur ces upfronts, parce que il faut demain pouvoir le justifier s'il y a des contrôles. Et puis aussi, il y a un intérêt client derrière, et l'upfront finance en partie les barrières de protection ou les barrières de rappel, donc qui vont donner du rendement. Et plus que ça, Maxime, c'est que globalement, le CGP qui n'indique pas à son client combien il prend de front, je pense qu'il se met dans une certaine difficulté. C'est-à-dire que le lycée sur 10 années au texte, ça pourrait durer 10 ans. Je pense qu'il préfère d'indiquer immédiatement combien vous prenez de front à votre client, de sorte à ce que ça représente, je ne sais pas, un demi-coupon, un quart de coupon, enfin, je ne sais pas. Et nous, on procède ainsi, et je dois avouer qu'on est assez confortable avec ça, parce qu'il est assez facile d'expliquer que la valeur liquidative, juste après la cotation, elle peut varier à la baisse, parce qu'en réalité, l'émetteur, gentiment, prend les frais tout de suite, quoi. Et paye à un moment ou un autre, on ne va pas attendre 10 ans. C'est ça, exactement. Bon, en général, les frais sont lissés sur 3 à 6 mois ou 1 an, voilà, en fonction de ce qu'on va mettre en place. Voilà, tout à fait. Très bien, merci à vous deux. Alors, restons sur les produits structurés, mais changeons légèrement de problématique. La trésorerie d'entreprise. Alors, c'est un sujet qui est un peu moins abordé par les conseillers de gestion patrimoine, surtout quand on fait mention des produits structurés, mais des problématiques de trésorerie d'entreprise, les CGP, ils sont parfois, voire souvent confrontés. Alors, Géraldine, est-ce que c'est votre cas chez Alter Egal, et à quel outil avez-vous recours? Alors, en fait, on n'est pas trop en gestion de trésorerie, donc on n'est pas la bonne cible, malheureusement, pour votre question. Néanmoins, sur des trésoreries très long terme, très long terme pour une entreprise, donc 3 ans ou 5 ans, ça nous arrive de proposer effectivement des produits structurés avec des très grosses protections, et sur une partie infime de la trésorerie. J'ai en tête le fait que récemment, on avait fait, par exemple, on avait 1,6 million de trésorerie, et sur 1,6 million, on a mis un ticket de 250 000 euros sur... on avait construit pour un autre client, mais il y avait 250 000 euros en 2 fois single stock, avec des très grosses protections pour apporter un peu de rendement, pour un peu remplacer les vieux comptes à terme, parce que les clients entreprises pensent encore que les comptes à terme à 4,05, ça marche encore. Bien sûr, il n'y en a plus. Mais en revanche, sur des produits peut-être plus avec moins de volatilité, non, je dois avouer qu'on ne pratique pas cela. Donc, je vais très vite entendre ce que Maxime va nous dire.
Alors, juste la trésorerie d'entreprise, il y a 2 sujets. Le produit de trésorerie sur un produit structuré, à mon sens et peut-être un petit peu au sens du marché, il s'utilisera plutôt sur une solution obligataire. Donc ça peut être, des repack, hein, donc ça c'est vraiment le produit phare, de trésorerie puisqu'on va avoir d'un côté l'obligation qui peut s'apprécier, donc nous donner une valeur liquidative qui va être positive dès le début du produit et d'autre part d'avoir des flux positifs. Donc c'est un petit peu la double peine inversée, je dirais, c'est le double succès. Donc ça c'est des bons produits de trésorerie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va potentiellement pouvoir les arbitrer rapidement et en plus toucher des flux. Donc c'est ce qui n'arrive pas forcément sur les produits actions, puisque là il y a une marge à amortir. Du coup, il y a potentiellement un sous-jacent qui va baisser et qui peut influer sur la valeur du produit. Et ces produits-là sont plutôt utilisables en compte titre. Donc il y a 2 allocations à penser quand on travaille la trésorerie d'entreprise. Il va y avoir l'allocation plus traditionnelle, je dirais, avec les OPCVM qu'on mettra dans un contrat de capitalisation, et puis le produit structuré qu'on met dans un compte titre, puisque il y a aussi un autre paramètre à prendre en jeu, c'est que dans un contrat de capitalisation, on doit avoir un strike forward, donc pour essayer d'enlever ces anglicismes, c'est-à-dire un niveau de constatation futur. Alors que quand on travaille la trésorerie, pour moi, il faut essayer d'avoir tous les paramètres qui sont connus à l'avance et non pas d'avoir quelque chose, enfin un élément exogène qui pourrait venir pénaliser le produit. Et enfin, là où je rejoins Géraldine par rapport à cette trésorerie d'entreprise, c'est que on va essayer de placer des solutions d'investissement. Donc, je vais aller sur un chiffre un peu plus gros pour imager. Mais si on fait un produit pour 1 million d'euros d'une trésorerie qui a 10 millions d'euros en portefeuille, avec un risque de 10%, finalement, on va faire prendre 1% du risque à la trésorerie sur l'ensemble de son avoir. Donc, c'est vraiment très faible. Et tout ça, ça vient aussi dans la commercialisation du produit, dans l'éducation client, à avoir une capacité à prendre du risque. Et si on devait donner des indications, justement, peut-être à nos spectateurs CGP, à quel type d'entreprise, en termes de taille peut-être, peuvent justement utiliser ces types de produits, enfin investir sur ces types de produits? Ah là, j'encourage vraiment tous les partenaires CGP à vraiment aller chercher toutes les typologies d'entreprises, hein, finalement. Donc, c'est vrai que les entreprises cotées, elles auront beaucoup plus de mal à investir dans des produits structurés. Par contre, tout ce qui va être PME, tout ce qui va être TNS, tout ce qui va être société commerciale, plus ou moins grosse, voire même les ETI, là-dessus, il faut vraiment pas se mettre de barrières. Et les brokers sont là aussi pour les accompagner, pour essayer d'aller leur chercher, enfin en tout cas leur créer du business et les accompagner sur les placements de trésorerie, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel on est très spécialisé. Nous, on a d'ailleurs des commerciaux qui s'occupent des sociétés commerciales en direct, hein, donc qui parlent aux DAF, qui parlent aux fondations, aux associations et à toutes ces typologies de clients. Si je peux compléter le propos de Maxime, il y a aussi beaucoup les holdings. Maintenant, voilà. il y a les sociétés qui détiennent les parts de nos clients dans d'autres boîtes, et ainsi de suite, qui ont des remontées de cash. Ça peut être l'occasion d'avoir une rémunération de leur cash, justement, par ce biais-là. Et souvent, c'est des structures qui sont plus simples, façon SAS, SASU, avec un objet social qui permet plus facilement l'investissement, avec moins de comités pour venir décider. Donc, ça peut être un biais plus simple. Souvent plus de temps aussi, puisqu'elles peuvent être plutôt familiales que la société commerciale, une fois qu'on a sorti un petit peu le cash de tout ça. Donc c'est vrai que la holding, c'est un vrai sujet aussi. Voilà. Et il y a de la trésor partout, je tiens à le préciser quand même, parce qu'on est souvent, on se met des propres barrières en fait physiques par rapport à tout ça, en se disant bah oui, j'ai pas forcément les compétences, j'ai pas forcément les partenaires, etc. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui, il y a quand même de la trésor quasiment chez tout le monde, hein. Donc on le voit nous par rapport aux dossiers qu'on peut traiter au quotidien. Merci beaucoup Maxime et Géraldine. Si on revient du coup un peu sur la base d'un produit structuré, alors beaucoup pensent qu'en fait c'est seulement une somme de mécanismes parfois un peu complexes, mais en réalité peut-être que la valeur ajoutée, elle commence surtout par le choix du sous-jacent. On en a brièvement parlé un peu plus tôt. Maxime, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un tour d'horizon des sous-jacents les plus fréquemment utilisés? Alors, on va utiliser tous les sous-jacents évidemment qu'on peut avoir à notre disposition, hein, donc on fait pas tout et n'importe quoi. L'idée d'utiliser un sous-jacent, c'est d'abord de partir d'un cahier des charges. Qu'est-ce que le client a besoin finalement chez lui? Est-ce qu'on a besoin de diversification? Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui va apporter du rendement, etc. Et en fonction de tout ça, on va essayer de lui proposer justement les sous-jacents qui vont être plutôt adéquats. Donc chez nous, ce qu'on fait assez régulièrement et ce qu'on utilise beaucoup, c'est des indices très larges, type transatlantique. On en a un qui marche plutôt
plutôt bien avec 100 valeurs, c'est 1% par valeur. Ça évite d'avoir un Tesla qui va faire moins 50, qui va nous coûter cher en performance. Donc tout ça, on l'utilise dans une recherche de diversification sur des produits, je dirais, standards, bon père de famille avec un rendement compris entre 5 et 7%, et puis aller chercher la performance outre-Atlantique, puisqu'on sait que la croissance aux États-Unis est souvent bien meilleure qu'en Europe, et puis aussi d'apporter, je dirais, un petit peu de diversification dans les portefeuilles. Autrement, on peut aller sur des actions, je dirais, simples, hein, donc sur des titres vifs qui permettent de sélectionner un moment de marché, une entreprise qui nous semble un petit peu décotée par rapport à ses fondamentaux. Il faut aussi se méfier de tout ça, parce que les fondamentaux, j'ai l'impression, sont de moins en moins respectés par les investisseurs. On aura plus tendance à s'intéresser à ce qui va se passer dans le futur que ce qu'il y a dans le bilan réellement. Donc voilà, on essaye de bien évidemment être toujours méticuleux dans le choix des sous-jacents et de proposer ce qui va vraiment correspondre au cahier des charges plutôt que ce qui va correspondre à notre salle de marché. Et ça tombe bien, on n'en a pas, donc on n'est pas indexé sur une vente plutôt d'un Orange ou d'un Total. Et vous, Géraldine, vous avez des sous-jacents que vous commercialisez fréquemment, plus que d'autres? On a traditionnellement été plutôt sur des indices très classiques, type CAC 40 et Eurostoxx 50. D'abord, parce que c'est très lisible hein, pour les clients de pouvoir se repérer par rapport à son produit, est-ce qu'on va avoir le coupon qui va être payé, est-ce qu'on va être appelé. Donc, en termes d'éducation financière, c'est aussi un point fort. Et puis, je trouve que jusqu'à assez récemment, le CAC 40 et l'Eurostoxx, c'était pas ultra cher non plus. Donc, on a quand même des raisons d'espérer de revalorisation et un rappel ou pas, et ainsi de suite, et en tout cas de payer les coupons. Il se trouve qu'après 2020, je pense que malheureusement, les books des traders étaient blindés d'Eurostoxx, qu'on a pu en faire beaucoup moins, forcément. Donc, on s'est intéressé, et finalement, c'était plutôt un mal pour un bien. On s'est intéressé aux produits synthétiques. Alors, en espèce, à travers notre broker part, pour ceux de BNP notamment, avec des produits, comme vous expliquiez, Maxime, des produits qui vont être équipondérés. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur un produit synthétique avec un indice synthétique, en général, il y a un dividende synthétique qui est prélevé par l'émetteur, donc ça change un peu la VL. Donc, il faut l'expliquer parfois aussi aux clients. Donc, il y a un peu plus de pédagogie à avoir avec les clients sur là-dessus. Mais bon an, mal an, ça reste à mon produit. Et ça reste à mon produit, pourquoi? Parce que précisément, si on prend le Sofran 40, par exemple, c'est CAC 40 équipondéré, ça veut dire que LVMH va peser autant que AXA, ou BNP, ou Dassault Systèmes, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si demain on a peur que nos indices soient un peu dans une forme de bulle et que la tête de la bulle peut être plus vite que le reste, on devrait mieux s'en sortir sur ce type de produit. Et comme on l'utilise comme une protection du rendement, pour délivrer un rendement, le fait que nos indices puissent un peu moins baisser éventuellement dans des périodes compliquées, c'est plutôt à la faveur des produits qu'on construit. Après, nous, on aime bien certains single stock parce que sur des titres assez décotés, on arrive à sortir des rendements assez intéressants. L'année dernière, on a sorti un produit structuré pour un client particulier sur Renault. D'accord. Et il se trouve que Renault a dû perdre, je sais pas, une vingtaine de pourcents, je pense, en 2021, pendant que le client, lui, a perçu 1,75% par trimestre. Donc, c'était plutôt un bon plan. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle générer de l'alpha, hein. J'aime bien le signaler, puisque le but, c'est quand même sur toutes les classes d'actifs, mais c'est de pouvoir générer de l'alpha par rapport à la stratégie qu'on met en place. Donc, quand on choisit un titre finalement avec une distribution à la baisse, mais qui va quand même nous payer du coupon, alors que le titre est baissier, c'est que notre pari était plutôt réussi. Donc, encore une fois, le produit structuré s'achète pas forcément dans un sens directionnel, contrairement à des sociétés de gestion qui vendent leurs fonds. On n'achète pas un fonds parce qu'il va baisser. On achète toujours, par les long short ou les stratégies bear, 99%, on a plutôt des convictions quant à la capacité du gérant à créer de l'alpha et de la performance. Donc c'est vrai que le produit structuré est plutôt pas directionnel, et ça c'est quelque chose aussi qui permet en tout cas de s'adapter au contexte et à l'environnement, et qui permet de tirer notre épingle du jeu par rapport à nos compétiteurs sur les autres classes d'actifs. Et pour ajouter, je pense que le niveau de protection, après ça dépend sur quel type on est, mais si on est vraiment sur les Phoenix, le niveau de protection et de sous-jacent sont vraiment les points importants. Exactement. Il ne faut pas hésiter à perdre quelques points de rendement, quelques pouillèmes de rendement pour avoir une protection plus importante, parce que le client se souviendra toujours mieux du fait qu'il a eu son coupon payé à chaque fois, et y compris par exemple pour une année comme 2020, comme c'était le cas pour vos produits, que de lui dire, bon, bah, si tu as vu, on a quand même eu un coupon sur 2. Oui, non, mais les escrocs passent moins bien. Mais après, ça dépend de l'approche. Hein. Si on a une approche très prudentielle, voilà, je livre que mon approche, hein, bien sûr. C'est de belles illustrations du comportement des produits structurés selon les différents contextes. Pour finir un peu sur cette discussion générale, parfois les produits structurés peuvent être un peu considérés comme
compliqué à commercialiser pour les CGP parce que les mécanismes et les sous-jacents peuvent être perçus comme complexes. Donc Maxime, j'imagine qu'en tant que fournisseur de produits structurés indépendants, vous avez une boîte à outils à destination des CGP qui leur permettrait potentiellement de mieux commercialiser, en tout cas plus facilement, ces produits à leurs propres clients finaux. Oui, exactement. Enfin, il y a enfin, une devise que j'essaie de toujours mettre en avant, c'est de dire qu'un produit bien compris, c'est un produit bien vendu. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ça évite le SAV. Donc, on participe beaucoup à la formation de nos partenaires. Il se trouve que l'année dernière, encore une fois, on a fait une formation avec un assureur assez connu de la place et 2 autres brokers. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort de la place. Je parle pas de Kepler Chevreux Solutions, mais de tous les acteurs pour effectuer des formations, pour faire monter en compétences les distributeurs, afin que évidemment le produit ça soit bien compris, bien compris et bien vendu. Et puis après, il existe plein d'outils pour aider aussi à la formation. Donc, ce qu'on fait typiquement chez nous, c'est par exemple pour des campagnes d'assurance, de faire une vidéo en motion design de quelques minutes, 2-3 minutes, qui va expliquer le produit, les risques, qui est validé par l'AMF et qui permet de commercialiser, en tout cas d'être diffusé auprès de l'ensemble du portefeuille du partenaire. Et c'est vrai que c'est un gain de temps et puis ça a un côté ludique qui est très intéressant en termes de collecte. Et tous nos partenaires qui mettent ces vidéos en place, en général, en sont très satisfaits puisque ça permet d'augmenter la collecte. On arrive à toucher une audience globale en un seul et même mail plutôt que d'appeler chacun de nos clients pour leur expliquer un petit peu les mécanismes et le fonctionnement du produit. Donc, d'une part, il va y avoir un gain de temps. On nous dit souvent, oui, mais j'ai pas le temps de contacter tous mes clients pour réaliser les arbitrages. Oui, mais en fait, avec une petite vidéo simple et explicative, on arrive à toucher l'intégralité du portefeuille et après, il suffit juste de leur proposer la validation ou non du produit. Donc, c'est aussi un bel outil, je trouve, pour aider à la commercialisation des produits. Mais on appuie beaucoup, encore une fois, et j'insiste sur la formation, puisque c'est vraiment la clé du succès de notre classe d'actifs, puisque c'est je dirais, le plus gros point faible chez nous, c'est la valeur liquidative. Et à travers la formation, on va essayer aussi d'expliquer un petit peu pourquoi la valeur liquidative parfois est bien plus basse que la baisse du sous-jacent. Très bien, merci beaucoup Maxime. Donc dernière question pour vous deux. Est-ce que vous voulez nous parler d'une thématique, d'une actualité ou d'un produit que vous avez vu sur le marché, que vous avez commercialisé vous-même et que vous voudriez partager? Géraldine? Moi, je voudrais bien qu'on me trouve un produit que je n'ai pas encore trouvé. Très bien, Maxime est dans la boucle. Ça commence mal. Non, mais c'est vrai que dans la problématique qu'on a actuellement, je crois Maxime l'avait évoqué en introduction de ce webinaire, mais on a quand même cette problématique inflation qui est devant nous. Avoir des produits structurés avec des rappels un peu lointains. Alors en autocall, j'en parle même pas, mais même en Phoenix, ça peut être un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on va essayer de chercher un rendement un peu avec un taux facial de rendement qui soit proche de ce qu'on avait avant l'inflation. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on arrive à trouver sans trop de difficultés à 4% net, voilà, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué si on cherche un truc net d'inflation. Donc, est-ce que vous avez une solution miracle pour trouver le produit qui s'adapterait à l'inflation sans forcément automatiquement passer que par un trigger négatif? Alors, il existe une typologie de produits, une gamme de produits hyper large sur le marché. On a d'ailleurs commercialisé des produits d'inflation en plein dans la crise du Covid, puisque on avait anticipé un petit peu ces retours-là. Donc là, on joue la performance de l'inflation. Donc c'est bien évidemment des produits qui se mettent pas dans l'assurance vie. Il y a un indice de marché qui existe sur l'inflation et on va payer la performance de cet indice en fait entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ moyennant une maturité. Et puis en fait, la maturité va permettre de rémunérer un petit peu le distributeur. Et après, sinon, il faut essayer évidemment d'adapter ces structures et ces sous-jacents. Donc aujourd'hui, nous, on est très à l'aise à vendre par exemple des produits avec des dividendes optimisés synthétiques sur des titres vifs pour améliorer encore une fois les barrières, les fréquences d'observation et puis apporter un petit peu plus de rendement pour nos clients moyennant justement cette inflation qui aura tendance à augmenter. Et puis sinon, il faut absolument s'écarter de toute la classe d'actifs obligataires, évidemment, qui aujourd'hui rapportent peu. Mais si on veut vraiment jouer des produits courts avec du rendement, on va être obligé de sortir du cadre de l'assurance vie pour aller plutôt sur des comptes titres ou du Luxembourg. Très bien. Géraldine, vous vouliez peut-être répondre, je ne sais pas. Non, je voudrais me remercier pour cette information. Du coup, j'ai une bonne idée. Merci. Super. Et Maxime, du coup, une thématique peut-être ou un produit à partager?
Alors, on va pas forcément avoir de produits à partager, puisque, chaque produit est sur mesure et puis c'est pas forcément ce qui va être intéressant. Mais je pense que la thématique métaverse, hein, on en parle beaucoup, c'est très, thématique un petit peu, millennials qu'on a en ce moment et qui ressort beaucoup, va nous amener de la croissance puisqu'aujourd'hui c'est un marché qui représente, 40 milliards d'euros à peu près et on l'estime, à horizon 2028 à plus de 800 milliards d'euros. Donc on parle d'une croissance de plus de 50 par an. En s'intéressant un petit peu à cette thématique, on arrivera à aller chercher des sous-secteurs qui peuvent être de la tech, de la consommation ou même de l'automobile, hein, ou voilà, tout ce qui peut être semi-conducteur. Enfin, vraiment, on a tout un tas de sous-secteurs dans cette thématique, à l'intérieur de cette thématique qui pourra nous apporter de la valeur dans le futur. Et ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément de jouer des produits à coupons. Pour le coup, c'est plutôt de jouer des indexations. Donc, comment on va jouer des indexations? On va aller chercher des calls, hein. Donc, dans le marché, il y a 2 types d'options. Ce sont les puts et les calls. Et du coup, on va aller acheter des leviers à la hausse sur ces thématiques de forte croissance pour essayer d'aller financer plus que 100% de la performance. Finalement, on arrive à faire des choses avec des leviers de 150%, voire même 200% en fonction de ce qu'on sélectionne pour créer de la valeur justement dans nos portefeuilles. Très bien, merci beaucoup Maxime et merci à vous deux pour votre participation et vos interventions. Nous allons maintenant passer aux questions de l'audience. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions justement de l'interface. Et on va en commencer par une première, peut-être à destination de Maxime, c'est sur la gestion de la valorisation. Comment on peut expliquer justement des valorisations qui peuvent être parfois volatiles à des clients finaux? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu sur le produit structuré, hein. Il faut savoir que le produit structuré, il se nourrit d'abord des taux, ensuite de la volatilité et des dividendes. Souvent, les valorisations de nos produits, elles vont être à double tranchant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet accélérateur à la baisse, puisque quand le sous-jacent aura tendance à baisser, la volatilité de ce même sous-jacent va augmenter, et ce qui nous donne un double facteur négatif dans la valorisation. Et il ne faut pas oublier aussi le troisième effet qui est la marge, et c'est là où je rejoins Géraldine en disant moins on prendra de marge, moins on aura de problèmes sur les valorisations, puisque quelqu'un qui prend 10% de marge, c'est comme sur de la SCPI, il faut les amortir. Sur de l'immobilier, on va l'amortir one shot, c'est-à-dire en une fois. Aujourd'hui, sur un produit structuré, c'est lissé dans le temps. Ça veut dire qu'à ISO marché entre le 1er janvier et le 31 décembre, si on a 5% de marge à amortir ou 10% de marge, notre produit va perdre 5 ou 10% de sa valorisation. Donc ça aussi, ça a un effet non négligeable sur les produits structurés et les valorisations négatives peuvent être expliquées en partie à travers l'amortissement de cette marge. Donc voilà, il faut bien comprendre les facteurs qui sont les taux, les dividendes, la volatilité et puis l'amortissement de la marge. Je dirais que c'est les 4 grands principes de la valorisation des produits structurés. Et à l'inverse, je conclurai là-dessus, mais un sous-jacent qui fait plus 20, la valorisation de notre produit n'ira jamais au-delà du coupon, parce que sinon c'est ce qui s'appelle un arbitrage de marché. Si on vous dit sur une formule, on va vous payer 6 par an et que votre sous-jacent a fait 25% de performance, si votre produit cote 108 au bout d'un an, dans ces cas-là, ou au bout de 8 mois, il faut le sortir. Il faut écouter votre conseiller et il faut le vendre pour encaisser la plus-value. Géraldine, du coup, la valorisation pour vous, c'est quelque chose qui est facile à expliquer à vos clients? Vous êtes d'accord avec Maxime sur ces points-là? Oui, je suis globalement assez en phase avec Maxime sur ces points-là. Et effectivement, nous, on est assez à l'aise, d'autant qu'on prend des upfront relativement faibles. On prend 1,5 d'upfront pour Alter Egal, ce qui est assez. Vous qui pratiquez tous les jours, messieurs, je pense que vous accorderez facilement sur le fait que c'est pas beaucoup. Mais ça permet C'est une fourchette basse. Je connais pas beaucoup qui prennent en dessous en fait, mais il y en a. Mais ça nous permet surtout d'être très à l'aise, c'est-à-dire que voilà, donc sur la valorisation, on leur expliquait effectivement que l'essentiel c'est la partie de la structuration des frais, qui bien sûr est pris en début de produit, parce qu'on va pas attendre la 10e année au cas où on ne se soit pas rappelé, ça paraît, ou que ce soit rappelé avant plutôt. Donc, mais c'est vrai que c'est une partie qui est compliquée à expliquer, donc il faut prendre du temps pour le démontrer à ses clients, et surtout que c'est un produit où le gain est capé, quoi. Donc il faut vraiment bien l'expliquer pour que ce soit bien appréhendé. Très bien, merci à vous deux. Et petite dernière question avant de clôturer, une question justement sur le sur-mesure et son accessibilité. Donc Géraldine, vous disiez que vous faites quasiment uniquement des produits sur mesure. Oui. Maxime, c'est votre spécialité. À partir de quel nominal peut-on obtenir un produit sur mesure? À qui s'adresse la question, excuse-moi? À vous deux. Si on est sur un contrat d'assurance vie français, globalement, il va falloir qu'on ait 1 à 2 millions d'euros par ligne de structuré
pour se faire référencer correctement. Après, on peut toujours s'arranger, ainsi de suite, mais globalement, c'est ça la base. Sur des comptes titres, on est plutôt on peut aller de 250 000 à 500 000 euros. Si on veut un truc très, très spécifique et qu'on est les seuls à le faire, ça coûte un peu cher de le structurer pour des petites tailles. Donc, si on veut un truc un peu lambda, c'est plus facile d'être à 250 000. Si on veut un truc un peu exceptionnel, il faudra un peu plus de sous en face. Je ne sais pas ce qu'en pense Maxime. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les produits très sophistiqués, plutôt typologie institutionnelle, il faudra 2-3 millions d'euros. Des produits d'assurance vie traditionnels, on va être entre 500 000 et 1 million, mais ça, c'est plutôt des contraintes d'assureurs. Et après, les émetteurs vont nous donner des produits plutôt typologie action. On va commencer à 50-100 000 euros, mais bon, je dirais, voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt, parce que les frais incompressibles seront tellement énormes que finalement, le produit va être dégradé. Donc, il vaut mieux se greffer sur une émission qui va être très similaire et profiter du pricing power d'un produit à 1 million ou 2 millions d'euros, par exemple, que vraiment de vouloir faire un sur-mesure pour 100 000 euros. Et puis, voilà, en compte titre à 250 000, 500 000, entre 250 et 500 000, on arrive à travailler et faire des choses. Je reprécise bien que ces enveloppes, ça comprend et ça contient plusieurs potentiellement clients. C'est-à-dire que les produits structurés ont des parts de 1 000 euros et il peut y avoir 10 clients à 25 000 euros pour arriver à une taille cible de 250 000 euros. Et c'est ça aussi qui fait l'avantage de notre classe d'actifs, c'est de pouvoir mutualiser les clients sur un seul code ISIN pour avoir justement cet effet taille de pricing power. Juste pour préciser, Maxime, sur certaines compagnies d'assurance en France, ils vous changent le montant minimum. Il peut y avoir parfois quelques surprises sur quelques compagnies qui nous ont sorti des tickets minimum à 50 000. Alors que le produit était vraiment avec un nominal de 1 000. Ça va dépendre de la typologie du produit. C'est en fonction du nombre de mécanismes. Ouais, alors après, le problème, c'est que dès qu'on a un indice synthétique, les compagnies ne comptent pas comme l'AMF déjà, donc on a un petit problème de boulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même boulier pour compter, donc c'est embêtant. Ça, c'est les compagnies vertes qui. Non, les compagnies vertes, elles peuvent être embêtantes pour ça, mais là, c'est une compagnie rouge en l'espèce. Mais... D'accord. sans citer de nom. Sans citer personne. Il y en a deux, elles sont sauvées. Sans citer personne. Merci à vous deux et merci à tous d'avoir participé à cette table ronde exclusive sur Occur. Donc, si vous souhaitez continuer et poser vos questions, n'hésitez pas à contacter Géraldine, Maxime ou moi-même directement sur Occur. Vous savez que c'est possible. Ou écrire à solution avec un s@keplerchevreux.com. Merci Géraldine, merci Maxime et à très bientôt. Merci. Merci à tous les deux, à bientôt, bonne fin de journée.